Bonjour à tous et à toutes, Rodrigue Germani, coordinateur du Hub Cyber et Sécurité du pôle systématique. Tout d'abord, je souhaite vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2022 qui a débuté. Voilà. Donc, nous avons prévu aujourd'hui de vous présenter les nouveaux appels à projets de la DGE et de la Stratégie nationale de cybersécurité. Sur les sujets qui concernent les technologies, le développement de briques technologiques innovantes et critiques en cybersécurité, les AMI accélérateurs de start-up et les APP tranche 2 du grand défi cyber. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Emmanuel Dotaro, qui est le président du Hub Cyber et Sécurité du pôle systématique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Il est encore temps, je vous souhaite à tous les meilleurs vœux du Hub Cybersécurité pour l'année 2022. Et puis comme Rodrigue vient de l'indiquer, nous allons avoir aujourd'hui un programme qui va vous exposer l'actualité des appels à projets. Je pense qu'on va comprendre notamment les thématiques prioritaires pour les briques technologiques et critiques. Et donc voilà, je vais tout simplement passer la parole à nos intervenants en les remerciant par avance de leur présence et de leur contribution à notre écosystème. Donc Lucas, chargé de mission cybersécurité au sein de la DGE, va nous présenter la première partie donc sur l'appel à projet pour lesquels il y a des relèves, si je ne m'abuse, en février et en mai, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense qu'on va avoir tous les détails incessamment sous peu. Donc maintenant, merci Lucas. The floor is yours en bon français. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup au pôle systématique pour nous avoir invités à cet événement. Alors j'essaie de faire passer la slide. Tac, voilà. Donc moi, comme le disait Emmanuel, je travaille à la direction générale des entreprises, qui fait partie du ministère de l'économie, des finances et de la relance, et je suis chargé de mission sur les industries de cybersécurité. Donc dans ce cadre-là, vous savez qu'il y a une stratégie d'accélération qui a été publiée et annoncée en février 2021 et coordonnée par William Leca, qui interviendra après. Il a été confié certaines mesures, en fait, la mise en œuvre de certaines des mesures de la stratégie d'accélération à la DGE, notamment la mise en œuvre d'une mesure qui vise à accompagner le développement de briques technologiques critiques et innovantes en cybersécurité. L'idée, c'est quoi? Dans cette stratégie d'accélération, on vise aussi à développer l'offre française en cybersécurité, à avoir finalement des solutions souveraines pour un certain nombre de thématiques qui nous semblent prioritaires. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette mesure a été mise en place. Donc, 200 millions d'euros de la stratégie qui sont alloués pour ça, avec 4 axes prioritaires de travail. La protection des infrastructures critiques à l'heure des nouveaux usages, donc les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels notamment. La protection des collectivités locales, des startups, des PME et des télétravailleurs, la sécurité de l'IoT et les briques technologiques critiques spécifiques à certains secteurs. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est les 4 axes principaux de travail sur cette mesure. Après, comment on opérationnalise cette mesure, comment on la met en œuvre? En fait, on travaille par appel à projet. Les appels à projets vont permettre de sélectionner des projets qui vont permettre d'avancer sur ces sujets-là. Il y a un premier appel à projet qui a été publié le 28 juillet dernier, clôturé le 15 octobre dernier, voilà, avec un certain nombre de thématiques qui s'inscrivaient dans ces 4 axes. Et donc, on a travaillé, je vous expliquerai plus tard le processus de sélection des dossiers, et on a sélectionné des dossiers, des projets que l'État va soutenir. Donc, c'est bien du cofinancement donc l'État va soutenir. Un deuxième appel à projet a été publié le 15 décembre dernier et il se clôturera donc le 4 mai prochain avec une relève intermédiaire le 8 février 2022. Et là encore, et je vais y venir ensuite, il y a un certain nombre de thématiques de travail sur lesquelles on attend que des dossiers puissent être déposés. Et puis, la suite, eh bien, il y aura d'autres appels à projets qui seront publiés jusqu'à la fin de la stratégie d'accélération. Et un point qui est souvent, une question qui est souvent posée, auquel je vais répondre tout de suite et rassurer les gens, il y a encore du budget sur cette mesure. On est très loin d'avoir dépensé tout le budget. Et donc, il n'y a pas de question à se poser. Si je dépose en mai, j'ai moins de chances d'être sélectionné parce qu'il y aura moins de budget. Aujourd'hui, il y a suffisamment de budget pour soutenir des projets sur cette mesure. Alors, les projets qu'on sélectionne, c'est des projets de recherche et développement, donc ils ne sont pas de la recherche fondamentale, mais ce n'est pas non plus des choses qui sont tout à fait proches de l'industrialisation, c'est vraiment entre les deux, avec des projets qui fonctionnent sur 2 pieds. À la fois, il faut qu'il y ait vraiment une pertinence technologique du projet. On considère que
voilà, ça va apporter un apport sur des technologies qu'on ne maîtrise pas encore bien, en tout cas au sein de l'écosystème français, et évidemment qui s'inscrivent dans les thématiques que je citerai ensuite. Et puis, il faut aussi que ce projet-là, il permette à une entreprise, à l'écosystème de se développer et de générer du chiffre d'affaires, finalement. Donc, on va quand même regarder précisément, est-ce que ce projet-là, il va permettre d'avoir un développement commercial futur pour l'entreprise, et est-ce que derrière, voilà, on peut avoir des débouchés commerciaux. Donc ça, c'est vraiment les deux pieds principaux d'analyse des dossiers, et c'est vraiment sur ces deux aspects-là qu'on regarde les dossiers qui nous ont proposés. Donc, maintenant, si on va directement sur cet appel à projet, le second, celui qui est en cours aujourd'hui, donc qui a été publié le 15 décembre dernier et avec une relève intermédiaire le février et qui sera clôturé finalement le 4 mai, il y a 7 thématiques de travail. Donc, les projets qui doivent être déposés, ils doivent s'inscrire dans ces 7 thématiques. La première, donc les technologies innovantes qui visent à prévenir, détecter et remédier face au ransomware. La seconde, c'est la mesure de l'exposition vue de l'extérieur des systèmes d'information. Finalement, c'est tous les outils qui vont permettre, en se plaçant à l'extérieur d'un système d'information, de détecter s'il a des vulnérabilités, par exemple des ports ouverts, des actifs qui sont un peu mal protégés, des fuites de données, voilà, ce genre de choses. Il y a le développement de solutions associant cybersécurité et sûreté de fonctionnement à l'interface entre systèmes cyber et physique. Donc là, c'est des projets qui visent à concilier des sujets de sûreté de fonctionnement et de sécurité. Alors que des fois, c'est des sujets qui peuvent être un peu antagonistes lorsqu'on parle de systèmes cyber et physiques. Donc voilà, comment on peut les concilier? Et là-dedans, il y a aussi le sujet de la détection de menaces sur les systèmes industriels qui est mis en avant. Il y a le développement d'architectures innovantes de sécurité, le développement de briques technologiques permettant de contribuer à la sécurité des terminaux mobiles. C'est une grande thématique, je pense que vous avez suivi l'actualité en 2021 et on se rend compte qu'on en a besoin, évidemment. Développement de briques de sécurisation des outils de communication à distance et collaboratifs, et les méthodologies innovantes d'analyse de binaire. Ça, c'est les 7 thématiques. Je vous invite quand même, si vous souhaitez déposer un dossier, à bien y voir le cahier des charges de l'appel à projet. Et dans ce cahier des charges, chaque thématique est détaillée, et détaillée ce qu'on en attend vraiment. Et vraiment, le jury sera très attentif à regarder si les projets qui sont déposés s'inscrivent bien dans ces thématiques-là. Ça, c'est une chose. Je voulais aussi faire un point sur les modèles de financement, finalement, comment ça fonctionne par rapport voilà, comment est-ce que le projet peut être financé. Donc déjà, on finance soit des porteurs uniques, soit des consortiums. Mais dans le cas de consortium, il faut que ce soit mené par une entreprise et qu'il y ait au moins 20% de TI ou de PME. L'assiette minimum des travaux, elle est de 1 million d'euros. Ça peut être ramené à 500 000 euros pour les jeunes pousses. Et voilà, une fois qu'on a le dossier, l'État pourra accorder un soutien, mais ce sera forcément du cofinancement. Donc, il y a un taux de soutien qui est fixé par les règles du régime RDI. Donc, c'est un régime européen, hein, mais dans le cahier des charges, il est précisé comment on peut savoir à quel pourcentage on peut être financé. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va dépendre à la fois de la nature des travaux qui sont réalisés dans votre projet, est-ce que c'est plutôt des travaux très matures ou un peu moins matures, et puis c'est aussi en fonction de la structure de votre entreprise, c'est-à-dire que on va financer différemment un grand groupe qu'une petite entreprise. Et en fait, dit autrement, les petites entreprises sont financées avec un taux de soutien plus important que les grands groupes. Dans ce taux de soutien, donc par exemple, disons que le taux de soutien est de 50%, dans ces 50%-là, il y a une part de subvention et une part d'avance remboursable. Cette part, elle va dépendre, là encore, de la nature des travaux qui sont engagés. Mais en tout cas, il y aura toujours une part d'avance remboursable, une part de subvention, et à côté de ça, l'État ne financera jamais à 100% les projets, il y aura toujours une part de financement privé qui est attendue. Maintenant, je voulais faire un peu le point sur voilà, le processus de sélection des projets. Finalement, une fois que j'ai déposé mon dossier, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous déposez votre dossier, disons, le 8 février ou le 4 mai, en fonction de à quel moment vous êtes prêt pour le déposer. Derrière ça, le dossier est analysé par un jury. Donc, ce jury, il est composé de membres de l'administration. C'est des gens de l'ANSSI, des gens du SGPI, donc le secrétaire général pour l'investissement, notamment William Leca, de la DGE, évidemment, du ministère de la Recherche, du ministère des Armées. Ce jury sélectionne les dossiers qu'il veut voir porter en audition. Donc, des dossiers sélectionnés
sont réalisées. Alors là, on a mis des dates indicatives, ça peut bouger. Hein. Donc la semaine du 14 mars pour les dossiers qui seront déposés le 8 février et la semaine du 6 juin pour les dossiers qui seront déposés en mai. Et à l'issue de ces 2 auditions, alors, soit pour les dossiers dont l'enveloppe est supérieure à 6 millions d'euros, le jury peut demander des éléments complémentaires à l'entreprise pour renforcer le dossier. Mais sinon, le jury décide ou non de retenir les dossiers. Et à ce moment-là, le dossier part en instruction par les services de l'opérateur de cet appel à projet qui est Bpifrance. Voilà, en gros, c'est pour conclure les termes du contrat qui va lier l'État à l'entreprise porteur du projet. Et voilà, on estime, en fonction de quand est-ce que vous avez posé votre dossier, soit fin mai, soit septembre 2022 pour la fin de l'instruction. Mais là encore, ça va dépendre beaucoup des relations que vous aurez avec des pays, le cas échéant. Et puis, voilà, ça peut évidemment bouger un petit peu. À noter que ce qui peut être subventionné par l'État, c'est tous les travaux qui ont été engagés après le dépôt du dossier. Donc, c'est un point qu'il faut avoir en tête, même si, évidemment, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez signé les contrats avec l'État, donc jusqu'à la fin de la phase d'instruction, vous ne pouvez pas avoir une garantie à 100% du fait que votre dossier va être retenu. Mais voilà, à avoir en tête. Alors, ensuite, j'ai voulu donner quelques conseils, et en fait, c'est un retour d'expérience sur finalement quels sont en fait les conseils qu'on vous donner pour la rédaction des dossiers de candidature, quels sont les écueils un peu fréquents qu'on a vus jusqu'ici. Donc d'abord, bien préciser les objectifs poursuivis, donc les objectifs stratégiques, scientifiques et techniques. Il faut vraiment qu'on comprenne ce que veut faire l'entreprise d'un point de vue global et scientifiquement, voilà, qu'est-ce qu'elle cherche à faire, où est-ce qu'elle souhaite aller. Être précis également sur l'état de l'art du sujet, parce qu'on cherche quand même des projets qui vont permettre d'aller un peu au-dessus de l'état de l'art, au-delà de l'état de l'art. Et donc, il faut être précis sur ce qui existe déjà, pour pas, de manière un peu triviale, pour ne pas réinventer la roue. Et nous, et le jury est assez attentif à ça, à bien regarder ce que vous avez identifié l'état de l'art, et dans les travaux que vous menez, quels sont les travaux qui vont au-delà de l'état de l'art. Bien détailler les verrous technologiques identifiés. Voilà. Il peut y avoir il est normal qu'il y ait des verrous technologiques dans ce que vous souhaitez faire, mais il est important que vous les identifiez pour nous montrer un peu comment est-ce que vous pensez les résoudre. Bien lister les risques identifiés pour le projet et les actions de remédiation éventuelles. Ces risques, ça peut être évidemment des risques technologiques, des verrous technologiques un peu durs à passer, mais aussi des sujets de recrutement. Est-ce que vous arriverez à recruter tous les personnels pour faire ce projet? Donc, comment vous allez vous y prendre? Si jamais il vous manque un peu de personnel, comment vous allez pouvoir le faire? Voilà, c'est ce genre de choses-là. Comment est-ce que vous allez pouvoir identifier les premiers clients? Enfin, voilà, il faut être clair et honnête aussi sur les risques qu'on peut identifier. Et ce n'est pas un problème qu'il y ait des risques, parce que finalement, le soutien de l'État, il est aussi là pour vous accompagner là où il y a des risques. Détailler précisément le lotissement du projet en identifiant des livrables clairs qui ne sont pas seulement des livrables documentaires. Ça, c'est quelque chose d'important de bien montrer comment le dossier est cadencé, notamment parce que à terme, si vous allez jusqu'au bout de l'instruction, finalement, BPI va se servir de ce lotissement pour décider à quel moment finalement les versements pourront être faits. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour qu'on puisse suivre le projet une fois qu'il sera mis en place. Et puis, démontrer la capacité de l'entreprise à supporter la part de cofinancement du projet. Donc, ça, c'est aussi extrêmement important. Voilà, je l'ai dit, c'est impossible qu'on vous soutienne à 100% pour les dossiers. Il y a toujours une part de financement privé. Et il faut que vous démontriez comment, à la fois, vous allez pouvoir faire en sorte que votre entreprise, elle continue à fonctionner, ou les entreprises qui sont dans le consortium continuent à travailler, à fonctionner, et que vous arriviez en même temps à dégager des ressources pour ce projet de recherche-développement. Donc, ça peut être des levées de fonds, ça peut être d'autres choses, mais il faut bien le mettre en évidence. Et les dossiers, c'est un dernier point qui peut paraître très bête, mais je le dis quand même parce que ça peut arriver quand on trouve des dossiers où ce n'est pas le cas. Les dossiers soumis, ils doivent être complets, c'est-à-dire que toutes les annexes, elles doivent être remplies, et il faut se conformer aux trames fournies pour le dossier. Parfois, effectivement, les trames sont un peu complexes, mais voilà, on étudie beaucoup de dossiers, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a toutes les mêmes trames, parce que comme ça, on sait où aller chercher les informations. Et puis, bon, pour l'égalité entre les porteurs de projets, voilà, on vous demande vraiment de vous conformer aux demandes de BPI là-dessus. Voilà. Donc, je ne l'ai pas dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, et puis on essaiera d'y répondre au mieux à la fin de ce webinaire. Moi, j'ai un dernier point, mais voilà, sur les contacts. Donc, sur la stratégie cyber dans son ensemble, stratégie.cyber@pm.gouv.fr. William le remettra de toute façon ensuite. Sur cet appel à projet en particulier,
Sur les problèmes sur le fond du dossier, sur les aspects techniques, scientifiques, sur la présentation du projet en amont de la soumission, toutes ces choses-là, c'est plutôt vers des jeux qu'il faut se tourner. Et donc l'adresse mail aap-techno-cyber.dge@finance.gouv.fr. Vous pourrez télécharger normalement, vous pouvez télécharger les slides à ce moment-là, puis on vous les enverra de toute façon à l'issue du webinaire, donc vous aurez les adresses mail. Pour les problèmes sur la constitution du dossier, pour l'accès à la plateforme BPI, les annexes financières, c'est plutôt stratégie-accélération@bpifrance.fr. Et à ce sujet, ça c'est un retour que BPI nous fait souvent, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire sur la plateforme BPI et à anticiper le fait qu'il faut déposer votre dossier dessus, parce que ce n'est pas une plateforme très facile d'accès. Et ce n'est pas à 1 heure du dépôt du dossier que vous pourrez découvrir comment elle fonctionne. Donc honnêtement, voilà, faites-le avant parce que sinon c'est très difficile pour tout le monde, c'est assez stressant. Évidemment, là j'ai donné 2 adresses mail et parfois c'est pas très simple de faire la différence entre les… voilà, sur le sujet, vous ne savez pas trop à qui les adresser, adressez-les aux 2 et puis on se débrouillera entre nous pour savoir à qui ça concerne et qui peut vous répondre au mieux. Voilà, donc j'ai fini pour ma part, n'hésitez pas à poser des questions et puis je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lucas. On a quelques questions dans le… Enfin, pas énormément, mais on a quelques questions dans le chat ou dans les questions, là où il faut donc mettre les questions. Les premières étaient au niveau de la définition de ce que c'est qu'une jeune pousse et d'éventuels critères d'éligibilité pour soumettre des projets. Et du coup, je complète la question parce que quand on lit l'appel à projet, il y a des critères d'éligibilité un peu plus fins qu'il faut lire. Je suppose, sur les volumes notamment du porteur du projet, sur les participants, etc. Donc, peut-être qu'on peut compléter cette partie un peu technique de constitution du consortia et des règles du jeu pour les différents types d'acteurs. Alors, j'ai pas compris toutes les questions. Alors, sur les jeunes pousses, c'est une définition légale qui est au niveau européen. Donc, je vous invite vraiment à vous y référer parce que je risquerais de dire des bêtises en définissant, à moins que William ait une vision beaucoup plus claire sur la définition légale. Donc voilà, il faut ça. Après, sur les règles, enfin, en fait, dites-moi sur quel point vous avez besoin de détails. Par exemple, sauf si ça a changé, mais il me semble que dans l'appel à projet, il faut que le projet soit qu'un volume de dépenses éligibles supérieur à 1 million, sauf justement pour les jeunes pousses. Oui. C'est ramené à 500 kilos. C'est ce que j'ai mis, il me semble, à un moment sur la partie financement. Donc, effectivement, c'est 1 million d'euros minimum. Il n'y a plus de maximum, puisqu'il y en avait dans le premier appel à projet, il n'y a plus de maximum sur l'assiette des projets. Et c'est ramené à 500 000 euros dans le cadre des jeunes pousses. Et donc, voilà, il faut bien regarder la définition de jeunes pousses au niveau européen. Pour la définition de jeune pousse, elle est effectivement assez technique, mais ça représente quand même quelque chose qui va dans le sens du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait moins de 5 ans d'ancienneté, faut qu'elle ait un chiffre d'affaires qui dépasse pas un certain montant, faut pas qu'elle soit une filiale à 100% d'un grand groupe. Enfin, tout ce qu'on pourrait se dire constitue une start-up telle qu'on l'entend dans le langage commun. Et effectivement, ça vaut le coup de bien lire le texte parce qu'il y a des spécificités et régulièrement, on a des petites surprises. Normalement, le texte, la référence du texte est donnée dans l'appel à projet, justement, pour que vous puissiez vous y référer. Nous avions une deuxième question pour savoir si l'appel à projet était ouvert à différents domaines applicatifs, avec par exemple l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile, l'IoT, l'énergie. Je suppose que par nature, sur les thématiques qui ont été énoncées tout à l'heure, il y a au moins une partie qui doit être vraie. Alors, il y a deux réponses. Déjà, sur l'IoT, c'est particulier parce que c'est spécifié précisément dans les thématiques. Dans les nouvelles architectures, dans les architectures de sécurité, on vise notamment tout ce qui concerne l'IoT. Donc ça, c'est à part. Sur les autres aéronautiques, ferroviaires, automobiles, énergie, oui, déjà, c'est un des axes de travail de la mesure. En gros, l'idée, c'est de se dire… nous, on va soutenir des projets qui rentrent dans ces thématiques-là, mais si derrière, on se rend compte qu'il y a une application, enfin voilà, on sera toujours intéressé par voir qu'il y a des applications dans certains secteurs particuliers, et même pour aller plus loin, les dossiers où on identifie très précisément des clients potentiels, typiquement un grand groupe industriel qui va travailler avec des experts de la cyber, on est vraiment très ouvert à ce type de dossier. C'est des dossiers intéressants. On va regarder s'ils rentrent bien dans les thématiques, évidemment, mais c'est aussi un plus. Parce que finalement, quand on cherche à savoir si les projets ont des débouchés commerciaux, si on a tout de suite un grand groupe qui accompagne le projet, on peut se dire qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des débouchés commerciaux intéressantes. Donc c'est voilà. J'espère que ça répond à la question, mais oui, bien sûr, on
on est ouvert à des projets qui ont des débouchés particuliers dans un secteur, tant que évidemment, ils rentrent dans les thématiques. Alors, merci, je pense que ça répond à la question. Il y a une question sur la propriété intellectuelle. Je suppose que ça est réglé dans les accords de consortium et pas forcément de règles a priori imposées, ou s'il y en a. Alors, il y a, en tout cas, c'est regarder évidemment de voir comment sont gérés les sujets de propriété intellectuelle dans le dossier. Il y a des parties du dossier qui sont consacrées. Après, effectivement, dans le consortium, la propriété intellectuelle est gérée comme vous le souhaitez. Nous, on regarde juste si c'est après cohérent. Après, il y a quelques règles, peut-être William, si tu veux en parler, sur les sujets donnés qui sont particuliers. Oui, alors vous avez peut-être remarqué que dans tous les appels à projets de la stratégie cyber, on a des paragraphes qui se ressemblent. En particulier, le paragraphe qui doit être le paragraphe 7 intitulé Données, où au début, sans trop grande surprise, on insiste sur le fait que c'est important de respecter la législation et de protéger les données sensibles, en particulier au niveau propriété intellectuelle. Et ensuite, il y a le troisième sous-paragraphe de ce paragraphe donné qui dit que si jamais l'opportunité se présente dans le cadre des projets de capitaliser sur des données d'intérêt cyber, on suggère fortement de le faire, même si c'est pas dans le cœur du projet. Donc, et ça impacte pas la propriété de ces données-là. Derrière, on veut potentiellement pouvoir les réutiliser dans le cadre d'expérimentation, mais sans que les gens qui les ont produites en perdent la propriété. C'est vraiment des expérimentations ponctuelles, parce qu'on se rend compte qu'il y a à la fois un enjeu autour de la capitalisation, donc on veut essayer de la favoriser. Quand je dis saisir l'opportunité de capitaliser sur des données d'intérêt cyber dans le cadre du projet, ça peut être des tâches qui sont financées. C'est pas non plus, ça n'a pas besoin d'être une charge qui incombe aux porteurs de projet sans soutien de l'État. Et des fois, ça inquiète un petit peu cette clause-là. Donc je redis, ça n'impacte pas la propriété intellectuelle des données. Et en aucun cas, c'est des données qui ont vocation à avoir un usage commercial quand on les partage avec d'autres acteurs. Peut-être de manière un tout petit peu plus large, dans les objectifs de la stratégie, de toute façon, il y a aussi un enjeu sur l'accroissement, ou en tout cas une politique de propriété intellectuelle globale clair et potentiellement l'accroissement du nombre de brevets. Donc, si vous avez des opportunités de dépôt de brevets, ce qui n'est pas le cas de tous les projets, mais s'il y en a, n'hésitez pas à les inclure dans le projet et à bien les faire figurer, parce que c'est aussi des choses qui nous intéressent. J'ai vu aussi une question au sujet de est-ce que l'AAP est ouvert à toutes les entreprises ou seulement les RA du premier AAP? Alors, je fais référence en fait à un autre appel à projet qui va être présenté ensuite, qui est sur le grand défi, mais non, cet appel à projet, il est ouvert à toutes les entreprises qui sont éligibles et qui ont un dossier qui rentre dans les cases de l'appel à projet. Le grand défi, c'est spécifique et voilà, et c'est pas le cas pour cet appel à projet-là. Donc, entreprise ou entité académique ou autre. Dans la limite de ce que j'ai rappelé, c'est-à-dire soit c'est un porteur unique, soit c'est une entreprise, soit c'est un consortium, et il peut y avoir des académiques dans le consortium, mais le chef de file, on va dire, du consortium est une entreprise. Tout à fait. Très bien, je crois qu'on a épuisé les questions, donc on va peut-être enchaîner avec la deuxième partie et avec William Leca, donc le coordinateur de la stratégie nationale en cybersécurité, rattaché au SGPI, qui n'est pas la première intervention pour décrire les appels à projets, les défis, mais ça se déroule donc au fil du temps. Donc, re-bienvenue William, et puis donc je vous donne la parole pour cette partie sur l'appel à manifestation d'intérêt sur les accélérateurs de start-up. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, bonjour à tous déjà. Je crois qu'on a inversé dans les slides entre les deux. On va commencer par le grand défi probablement. Juste, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on voit bien les slides? Parce que moi, je les fais défiler sur mon écran, mais j'ai l'impression que c'est décoré. D'accord, très bien. Parfait. Alors, donc, déjà, bonjour à tous. Un grand merci encore, même si Lucas l'a déjà dit, à Systématique pour l'organisation de ce webinaire. Je vais vous présenter aujourd'hui deux autres dispositifs, sachant que je vais éviter de répéter ce que Lucas a déjà dit. Il y a beaucoup de choses qui sont transverses à tous les éléments de la stratégie, déjà dans un esprit de cohérence et pour simplifier. Je vais vous insister sur les spécificités des deux dispositifs suivants.
Donc le premier, qui se passe dans le cadre du grand défi cyber. Je peux redonner un tout petit peu d'historique. Le grand défi, c'était une des premières actions de la stratégie qui a démarré en 2020. C'était à l'origine un budget de 30 millions d'euros qui est centré sur l'innovation de rupture. On a déjà eu donc une feuille de route qui a été publiée tout au début. La première tranche sur les axes dits verticaux, qui sont les axes technologiques de la feuille de route. Et donc cette première tranche a donné lieu à 27 lauréats via 2 appels à projets. Et se termine bientôt. Là, l'objectif en ouvrant la deuxième tranche, c'est potentiellement d'aller plus loin sur les sujets et avec les lauréats de la première tranche. Donc, pour rebondir sur ce que disait Lucas tout à l'heure, effectivement, la question qui demandait si on peut être éligible à cet appel à projet-là si on n'est pas lauréat de la première tranche, c'est possible, mais avec des conditions que je vais détailler un peu plus tard. Alors, avant de rentrer dans le cœur de ce qu'on attend dans les projets, quelques petits aspects plus techniques sur les projets attendus. Tout d'abord, on est sur des projets de R&D ou d'innovation d'usage, disons d'innovation de manière générale. Ça peut inclure des démonstrateurs, j'y reviendrai tout de suite après. Les porteurs, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que la majorité des coûts soit porté par un ou plusieurs lauréats de la tranche 1 du grand défi. Quand je dis majorité, j'ai dû mettre entre parenthèses majorité relative. Le but, c'est que cette tranche 2 soit quand même centrée sur ces lauréats-là, mais ça sous-entend, et ça laisse la porte ouverte, à d'autres acteurs qui pourraient intégrer en particulier les 4 consortiums. Donc c'est ouvert à des entreprises uniques ou à des consortiums. Alors, soit que des consortiums d'entreprises, soit des consortiums collaboratifs avec des entreprises, des laboratoires de recherche. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on aura toujours la contrainte d'avoir à minima 10%, enfin chaque acteur de consortium doit représenter au moins 10% des coûts du projet. Et si jamais il y a des acteurs qui sont importants qui sont en deçà de ce taux, on vous invite à plutôt les placer en sous-traitant plutôt que membre d'un consortium. Et l'autre point important, c'est qu'on veut qu'il y ait à minima aussi 20% de PME ou de TI. Alors, c'est non négligeable la différence entre les deux. Les deux sont éligibles, mais pour pouvoir bénéficier d'un petit bonus que je détaillerai un peu plus loin dans les taux de financement, c'est préférable que ce soit 20%, en tout cas qu'il y ait au moins une PME dans ce consortium. J'y reviendrai tout de suite après sur les montants financiers. Mais de manière générale, on en est quand même très très ouvert sur le format du consortium, toujours avec une entreprise qui doit être chef de file, mais nombre d'entreprises libres et les laboratoires de recherche sont les bienvenus. Au niveau du périmètre financier, on est sur des projets entre 2 et 4 millions d'euros, donc et sur entre 1 an et 2 ans. Donc, c'est des projets qui sont relativement gros, même si maintenant, avec un consortium par rapport à la tranche 1 du grand défi, ça peut amener à faire des projets quand même conséquents plus facilement. C'est un élément à ne pas négliger. Et le dernier point qui est important sur les projets, c'est qu'on veut qu'ils démarrent au plus tard en septembre 2022. Je précise ça parce que on a eu régulièrement des projets qui nous ont été proposés et où on nous proposait de démarrer 1 an plus tard. Et ben dans le cadre de ce projet-là, ce ne sera pas possible. Il faut que ça démarre au plus tard en septembre 2022. Le but étant le plus possible d'être dans la continuité de la tranche 1. Petite parenthèse du coup sur le financement. Donc toutes les règles que Lucas a décrites avant restent vraies. On a un encadrement communautaire. On sera sur le régime RDI. Donc, en fonction de la taille de la société et en fonction de la maturité des tâches, le taux change. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le cas de consortium considéré comme collaboratif, donc il y a plein de critères. Je vous amène à pareil lire le document de référence si ça vous intéresse, qui est cité dans le cahier des charges. Mais le critère le plus simple pour qu'un consortium soit collaboratif, c'est qu'il y ait une part non négligeable des coûts qui soient opérés par une PME. Et quand on est dans ce cadre-là, ça vous permet, en particulier aux moyennes entreprises et aux grands groupes, de bénéficier d'un bonus de 15 points sur l'aide totale. Donc, ça peut facilement vous faire passer, quand vous êtes une grande entreprise, sur des tâches qui sont typiquement TRL au-dessus de 7,
vous tombez à 25% de financement max de la part de l'État. Et bien, si vous êtes dans le cadre d'un consortium collaboratif, ça remonte tout de suite à 40%. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et nous, ça nous permet aussi de garantir que les plus petits acteurs sont impliqués dans des projets de ce type-là. Donc, c'est extrêmement important et non négligeable d'un point de vue financier. Et je fais bien une petite parenthèse sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça ne concerne pas les ETI, ce bonus. Donc, ça veut dire que les ETI sont éligibles dans le cadre de l'appel à projet. On peut avoir un consortium avec 20% des coûts qui sont assumés par une ETI. Et par contre, très probablement, vous ne pourrez pas bénéficier du bonus de 15 points du collaboratif s'il n'y a que des ETI ou des grands groupes et pas du tout de PME. Donc, encore une fois, c'est une simplification pour la présentation, mais gardez ça en tête. Et si vous avez besoin de plus de détails, soit contactez-moi ou BPI France, soit regardez directement le texte. Tout est précisé dedans. Et alors, maintenant, pour les objectifs un peu plus concrets, technologiques de ce qu'on cherche dans ces projets-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le but de cette tranche 2, c'est soit d'emmener plus loin technologiquement des projets de la tranche 1, soit après derrière de soutenir la croissance des lauréats, croissance économique, des lauréats de la tranche 1, et aussi de favoriser la diffusion des technologies développées dans le cadre de cette tranche 1. Donc concrètement, ça se matérialise par des projets de R&D qui poursuivent les sujets précédents. Donc ça, c'est totalement dans la lignée de ce qu'on veut faire. Des projets de R&D également pour passer à l'échelle dans les technologies développées précédemment, ou des projets d'innovation d'usage pour faciliter l'application et l'adoption encore de ces technologies-là. Ça laisse encore une fois la porte ouverte à des acteurs qui n'étaient pas lauréats de la première tranche, s'ils ont une valeur ajoutée dans ces objectifs-là. En particulier, et là je reviens sur la petite parenthèse sur les démonstrateurs tout en haut, si jamais vous souhaitez impliquer des utilisateurs finaux pour faire des preuves de concept directement dans leur SI ou dans leurs infrastructures sous forme de démonstrateurs, je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir impliquer ce genre d'acteurs. Voilà de manière globale pour cet appel à projet tranche 2 axes verticaux du grand défi. Je propose qu'on attaque tout de suite les questions sur cet appel à projet-là avant que je passe à l'appel à manifestation derrière sur l'accélérateur, si ça vous va, s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne tout de suite. Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions spécifiques. Il y en avait une, mais qui était générique sur l'éligibilité, notamment de filiales d'entreprises étrangères pour candidater aux différents appels à projets. Donc, elle est plus générique. Elle n'est pas spécifique à cet appel à projet-là. Oui. Mais ça peut mériter une réponse globale. Ça peut mériter une réponse globale. Alors, l'objectif de la stratégie cyber déjà dans son ensemble, clairement, il y a deux objectifs qui ressortent. On a plein en stock, mais un objectif de croissance économique en France. Donc déjà, si les travaux ne sont pas effectués, les travaux de R&D ne sont pas effectués en France, les projets ne seront pas éligibles. Donc ça, c'est le premier critère. On cherche à créer de l'activité économique et à créer des emplois au sein du pays. Première étape. Deuxième aspect, on a une grosse volonté de souveraineté nationale et en particulier sur les appels à projets, sur l'appel à projet précédent, la thématique précédente sur les technocritiques. C'est des technocritiques qu'on souhaite maîtriser au sein d'acteurs français. Donc, dans certains cas, il peut y avoir une justification derrière le fait qu'une entreprise qui est française mais qui est filiale d'un grand groupe international non français souhaite candidater à un des appels à projets. Il faut bien garder en tête que une des volontés est d'avoir cette souveraineté et cette maîtrise des technologies. Et si jamais le projet qui est proposé n'est pas compatible avec ce souhait-là, il sera bien sûr refusé. Donc c'est pas une réponse qui serait un non ferme, mais c'est quand même des choses qu'il faut réfléchir et qu'on peut discuter au cas par cas. Mais ce sera toujours ça, ce sera du cas par cas. J'insiste aussi sur le fait que le dossier à remplir de candidature BPI France est pas forcément simple
Et ça représente une charge non négligeable. Donc, je vous conseille en particulier sur ce cas-là, qui va toujours être borderline, de nous contacter avant de vous lancer dans la rédaction de ce dossier pour éviter que vous perdiez du temps. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Ah, si, peut-être une qui vient de popper. Alors, c'est sur les dates et la publication des résultats du premier appel à projet Technocritique Cyber donc c'est sur la conclusion de l'appel précédent. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner les dates aussi dans l'appel à projet Grand Défi. Donc, pour le technocritique, la publication des lauréats de la première vague arrivera très certainement d'ici soit la fin du mois, soit le début du mois prochain. Ça, c'est pour la première vague. Et il y avait une question sur les dates de fin de l'appel qu'a présenté Lucas, c'est ça? Non, c'était sur la première, sur la première vague là, de l'appel à projet technocritique. Donc, c'était effectivement je suppose que les gens veulent savoir les résultats de la première pour savoir s'y resoumettre pour la deuxième. Tout à fait. Bon, de toute façon, il y a deux, comme Lucas a présenté qu'il y avait deux relèves. L'idée de la première relève, c'est pas de mettre la pression aux potentiels candidats, hein. C'est vraiment si vous aviez un dossier qui était déjà prêt, vous pouvez le déposer avant le 8 février. Si jamais c'était pas le cas, c'est extrêmement dur de partir from scratch et de créer un dossier qui va être pertinent pour le 8 février. Donc, moi, je vous invite fortement à viser la deuxième relève dans ce cas-là. Mais effectivement, si jamais vous avez un dossier que vous avez revu depuis la dernière fois, contactez la DGE ou contactez-moi pour en discuter, pour vérifier que les ajustements vont dans le sens de ce qui était attendu. Et dans ce cas-là, la relève du 8 février peut être intéressante pour vous. Très bien, merci. Je crois qu'on n'a pas de nouvelles questions sur cette partie. Donc, on peut peut-être du coup passer à la partie suivante. Tout à fait. Alors, juste parenthèse sur l'appel à projet Grand Défi, j'ai oublié de dire que la deadline était le 16 juin. Bon, c'est sur la slide, c'est dans le cahier des charges. Donc, normalement, tout le monde est au courant. Ça laisse pas mal de temps pour constituer les projets. Et du coup, passons au le deuxième guichet qui est l'appel à manifestation d'intérêt pour l'accélérateur cyber. Alors, je le dis tout de suite pour pas oublier, la deadline, c'est le 25 mars. Donc ça s'inscrit dans la mesure 3 de la stratégie cyber, qui est le soutien à l'entrepreneuriat. C'est important de le resituer aussi dans la continuité de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait lancé en début d'année en 2021 sur le Startup Studio Cyber. Donc, le Startup Studio Cyber a été, on a sélectionné un lauréat pour opérer ce Startup Studio Cyber, qui s'appelle Cyber Booster, donc qui est localisé à Rennes et à Paris. C'est un consortium qui est composé de quatre acteurs, Axeléo, Le Pool, Go Capital et Axeléo Capital. C'est un startup studio qui est centré sur de la pré-incubation et de l'incubation pour les premiers mois, les premières années. Donc, c'est très, très early stage. Ce dispositif présente aussi des capacités de financement. L'objectif du Startup Studio Cyber, c'était de stimuler l'entrepreneuriat et d'accélérer leur accès au financement. Donc ça, c'est en cours, c'est la mise en œuvre a démarré. Vous avez peut-être vu passer les appels à candidature, les appels à idées. Donc, je ne vais pas plus détailler que ça. Si vous êtes une toute jeune start-up, même si vous n'avez pas encore, disons, vous n'avez pas encore fait de levée de fonds, n'hésitez pas à aller regarder, surtout sur les premières promotions. On sera prêt, je pense, à accueillir des startups qui sont un peu plus anciennes que ce qu'on aura l'habitude de faire par la suite. Donc, regardez, c'est extrêmement intéressant. Dans la continuité de cette action-là, on veut créer une deuxième structure, donc plutôt un accélérateur. Après, c'est beaucoup de la nomenclature sur la différence entre startup studio, incubateur et accélérateur. Mais là, on appelle ça un accélérateur et qui a vocation à être complémentaire de ce startup studio et dans la continuité. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit la brique d'accompagnement après le passage potentiel par le startup studio. Sachant que le passage par le startup studio sera bien sûr pas obligatoire. Donc, de quoi s'agit-il concrètement? On va chercher, dans le cadre de cette AMI, des projets pour créer cet
Ça a vocation à être un projet qui est porté par des acteurs privés, même si des acteurs publics qui ont l'habitude de faire de l'accélération sont les bienvenus aussi. On n'a pas particulièrement envie côté État que ce soit un accélérateur d'État. On va apporter autant de soutien que ce qu'on pourra. Je le détaillerai tout de suite après, mais on veut que ce soit un opérateur dédié qui s'occupe de ce startup, enfin de cet accélérateur. Pardon. Donc, le format pour les porteurs, c'est soit un porteur unique, soit un consortium avec une entreprise chef de file. Quand je dis entreprise, ça peut inclure les associations aussi qui ont, du point de vue européen, statut d'entreprise. Mais il y a toujours un petit peu de difficulté après sur l'ingénierie financière. Ensuite, le projet, que doit-il contenir? Une offre d'accélération, de manière assez évidente. Une offre d'accélération complémentaire à l'offre d'incubation du Startup Studio Cyber, donc c'est-à-dire plutôt sur les boîtes qui ont déjà 1 ou 2 ans d'ancienneté, qui ont du coup déjà probablement fait un petit amorçage et qui se positionnent autour de leur série A ou disons une deuxième levée d'amorçage. Et après, donc ça c'est pour les plus jeunes, et puis ça peut aller sur des boîtes qui sont plus anciennes, qui ont déjà fait leur série A et qui ont quand même des besoins d'accélération. Le besoin d'accélération, j'en reparlerai après sur exactement ce qu'on attend derrière, mais on veut créer un dynamisme dans l'écosystème pour que les boîtes cyber françaises puissent accéder rapidement à d'autres financements, des séries B, et aussi à un marché, à des clients. Donc, on attend que dans l'offre d'accélération, il y ait aussi une partie fortement orientée sur l'aide à la commercialisation. Deuxième point très important, c'est que ces projets-là, pour être éligibles, ont tous vocation à être implantés dans le campus cyber. Alors, je décris et j'explicite un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que il y a aujourd'hui des locaux au sein du campus cyber qui sont pré-réservés pour le lauréat de l'AMI. C'est des locaux qu'il faudra payer, c'est-à-dire que ça s'inclut dans le business plan. Donc, si vous voulez candidater à cette AMI, je vous invite, pour constituer votre business plan de manière la plus solide possible, à contacter l'équipe du campus cyber pour en discuter du prix des loyers et de l'espace exact que vous aurez besoin de prendre, sachant que dans tous les cas, il faut que vous vous engagiez à prendre un espace sur le campus cyber pour pouvoir être éligible. Je le redis, c'est extrêmement important. Après, ça n'impose pas que vous hébergiez toutes les startups à cet endroit-là. Si jamais il y en a vraiment énormément, ne serait-ce que parce qu'on a une quantité de places qui est limitée au sein du campus cyber. Mais la dynamique qu'il y a dans le cadre du campus cyber est probablement extrêmement bénéfique pour les startups qui seront accélérées. Donc, ça paraît important qu'il y ait une localisation au sein de cette entité-là. Le troisième point qui est essentiel, c'est la pérennité dans le temps, donc d'où le business model et le business plan, mais aussi bien avoir en tête que les aides d'État dont je vais parler tout de suite après ont vocation à ne pas être récurrentes. Elles vont arriver sur les premières années pour aider à la mise en place, mais après elles vont s'arrêter. D'où l'accent important que je mets sur le fait qu'il faut qu'il y ait un business model pérenne dans le temps, et il faut aussi qu'on sente une volonté du porteur à aller plus loin que juste le temps de l'aide. Alors, l'aide, en quoi elle va consister? Premièrement, il va y avoir, alors déjà de manière pas financière, un soutien des différentes administrations qui sont impliquées dans la stratégie. Donc en particulier, j'ai cité l'ANSSI, la DGE, c'est le cas aussi du SGPI. Ce sera un soutien à la fois technique, à la fois au niveau de la politique industrielle, également au niveau de la communication. Ces entités s'impliquent énormément, en particulier sur l'entrepreneuriat. Si vous voulez plus de détails sur ce qu'on pourra faire et ce qu'on est capable de faire, par exemple, dans le cadre du Startup Studio, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter sur ces sujets-là. Ensuite, il y aura une subvention qui sera accordée directement aux lauréats de l'AMI pour la mise en place de l'accélérateur. Donc, pour la mise en place, ça veut dire qu'elle va durer 3 à 5 ans, mais qu'elle s'arrête encore une fois après. Et qui peut monter jusqu'à 50%. A priori, on sera encore dans le régime RDI, le sous-régime Pôle Innovation. Ça sous-entend qu'il n'y a qu'un seul bénéficiaire. Donc, si jamais on est dans le cadre d'un consortium qui est lauréat, soit seul le chef de file sera bénéficiaire de la subvention et s'arrangera avec les autres, soit il faudra créer une structure juridique spécifique
dans lequel tous les coûts seront inclus, et en particulier les coûts de personnel doivent être compris dans cette structure-là, puisqu'on est limité à 30% de sous-traitance. Donc il y a un petit peu d'ingénierie financière à faire. Si jamais il y a un consortium, il faut le garder en tête. Pareil, on peut en discuter. On a réussi sur l'AMI précédent à faire avec ces contraintes-là, donc je m'inquiète pas plus que ça. Et enfin, troisième aide, qui est une aide indirecte pour l'accélérateur, mais qui est une aide directe pour les startups, c'est si jamais dans le modèle économique de l'accélérateur, il y a des frais qui sont facturés aux startups. Ce qui est nouveau par rapport au Startup Studio, où le Startup Studio devait à l'opposé apporter du financement. Là, on ne demande pas à l'accélérateur qu'il apporte du financement. Là, on est sur un niveau de maturité où c'est le travail des fonds d'investissement. Mais dans le modèle de certains accélérateurs, il peut y avoir des frais qui sont facturés aux startups pour la prestation d'accompagnement. Eh bien, si c'est le cas, on ouvrira un guichet qui est à destination des startups, qui seront accélérées par l'accélérateur cyber, et où elles pourront déposer un dossier de demande d'aide, et on pourra aider ces startups à payer les frais de l'accélérateur, potentiellement jusqu'à 50%. Ça, c'est pas encore déterminé. Donc, ce qui permet à l'accélérateur d'avoir une plus grande flexibilité financière pour arriver à minima à l'équilibre, pour être pérenne dans le temps. Donc ça, je redis, si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez surtout pas à me contacter. Il y a énormément de choses dans le cahier des charges. On le redit jamais assez souvent, mais n'hésitez pas à le lire en détail. En général, tous les aspects du cahier des charges sont importants. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'AMI a vocation à sélectionner un lauréat, et ensuite, il y a encore des choses qui sont flexibles. On n'est pas sur un appel à projet, on est sur un appel à manifestation d'intérêt. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui pourraient être ajustées après la sélection du lauréat, tant que ça reste dans l'esprit de ce qui a amené à sa sélection. En particulier sur le business plan, en particulier sur les subventions, puisque je peux entendre qu'il y a des choses qui soient un peu floues aujourd'hui pour être capable d'avoir un business plan complètement solide. Mais je vous invite quand même à contacter au plus tôt le campus cyber pour en particulier vous renseigner sur les loyers si jamais vous souhaitez candidater. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais conclure sur cet aspect-là, sur le fait que c'est extrêmement important d'apporter une offre qui fait levier sur le reste de l'écosystème. C'est pour ça qu'on veut le localiser au campus cyber. Donc, n'hésitez pas à solliciter d'autres acteurs de l'écosystème, que ce soit pour rentrer dans un consortium ou pour apporter leur soutien, et expliquer comment vous vous articulez avec le reste des actions, le Startup Studio, mais pas que, et avec le reste des acteurs, puisque le but, c'est en aucun cas de réinventer la roue, mais vraiment de capitaliser sur ce qui existe déjà. Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions sur ces aspects-là, je suis preneur, et sinon, je pense que c'était tout pour moi. Alors, je ne vois pas forcément de questions directement relatives à ce qui vient d'être présenté. Peut-être une sur le scope quand même, si on a des projets. Alors, je comprends dans la question, mais peut-être je comprends mal. Pour le Startup Studio, donc je suppose que ça s'applique aussi pour l'accélérateur. Si la cybersécurité est une brique dans le projet final, est-ce que l'on peut candidater? Donc, je pense que là, c'est plus une question sur le focus, sur le scope, sur le champ qui est adressé. Alors, tout dépend si la question c'est en tant que startup ou en tant qu'opérateur de l'accélérateur. On ne veut pas un accélérateur dont la thèse est entre autres la cybersécurité. Donc, on veut un accélérateur cybersécurité. Alors après, ça peut être une entité qui a déjà un accélérateur plus généraliste, je sais pas, numérique, tech ou ailleurs, et qui est prêt à ouvrir une antenne que cybersécurité au sein du campus. Ça, c'est faisable. Mais on veut pas que le lauréat, en tout cas les aides qu'on va attribuer, elles seront que sur la partie cybersécurité. Donc ça, c'est si la question concerne un opérateur potentiel ou un candidat à l'AMI accélérateur. Maintenant, si la question concernait une startup qui voudrait potentiellement intégrer le Startup Studio, si vous avez une brique qui concerne la cybersécurité dans un produit que vous développez, tout dépend de l'importance de cette brique. C'est-à-dire que si vous développez je sais pas, un logiciel à vocation pour faire de l'ERP ou ce genre de choses, et que dedans vous avez une brique de sécurisation, ça, ce sera probablement pas le cœur du Startup Studio. Par contre, ça fait partie des choses qui vont intéresser le campus cyber. Donc ça, contactez le campus cyber parce que le fait, et l'ANSSI en particulier, parce que le fait d'intégrer de la sécurité dans les produits, en particulier des startups qui sont pas des, entre guillemets, pure players cyber, c'est un axe d'intérêt.
Mais par contre, le Startup Studio est plutôt orienté vers des pure players cyber. Très bien, je pense que c'est très clair. Il y avait une question qui était plus générale et technique, c'était sur les dates d'éligibilité des dépenses entre les dates de dépôt, les dates de relève, etc. Donc, Tout à fait. Alors ça va varier en fonction de est-ce que c'est un appel à projet ou est-ce que c'est un appel à manifestation d'intérêt, premièrement. Petite parenthèse, dans tous les cahiers des charges, il y a un paragraphe qui s'appelle en général date d'éligibilité des dépenses. Donc, en général, ce paragraphe répond à la question. Le cas le plus fréquent et qu'on a aujourd'hui dans tous les appels à projets de la stratégie cyber, c'est que les dépenses sont éligibles à partir de la date de relève du dossier, et non pas à partir de la date de dépôt. Ceci dit, en général, elles coïncident quand même pas mal. Mais c'est à partir du moment où BPI France verrouille votre dossier, vous recevez normalement une notification vous disant qu'il est complet ou vous demandez des compléments. Et une fois qu'il est complet, dossier relevé complet, toutes les dépenses sont éligibles à partir de ce moment-là. Vous pouvez démarrer les projets sous réserve que vous soyez accepté derrière. Du coup, ça, c'est votre part de risque. Et deuxième point, si c'est un AMI, du coup, les dépenses sont pas éligibles du tout à ce moment-là, puisque derrière, le lauréat de l'AMI devra déposer un dossier complet. Et c'est une fois que le dossier complet sera déposé que, encore une fois, les dépenses seront éligibles. très bien, c'est très clair. Et je pense qu'effectivement, il y a une corrélation entre les dates de relève et les moments où on dépose les dossiers. Par construction, on n'arrive jamais à le faire très longtemps à l'avance. Très bien. Alors, moi je vois pas d'autres questions ni dans le chat ni dans les questions. Je vais préciser que par rapport à ce qui a été dit, en tant que président du Hub Cybersécurité Systématique et en particulier pour ses membres, on peut aussi jouer le rôle de facilitateur et d'intermédiaire pour des constructions de consortium et d'accompagner les gens dans ce domaine-là. Pour ceux qui n'auraient pas non plus l'expérience et la pratique des appels à projets, on peut aussi accompagner et aider à la constitution des dossiers avec notre expérience et l'expérience de nos membres. Et dernier point, pour ce qui est des slides, donc si vous ne les avez pas téléchargés, et pour les membres dont on a les adresses, ce sera rediffusé à nos membres qui sont membres du Hub cybersécurité de Systématique. Pour les autres, je n'ai pas forcément les moyens techniques de le faire, s'ils ne l'ont pas fait maintenant. Voilà, je remercie, un grand merci aux intervenants. Je pense que c'était très clair et ça traçait la route pour les réponses à ces appels à projets et à EMI. Donc, s'il n'y a pas de... Je ne vois pas de questions. Vous avez encore la possibilité de poser des questions. Là, c'est si vous ne l'avez pas fait. Sinon, c'était que tout était parfaitement clair. Peut-être juste une question, Emmanuel, juste une question à William. Pour la partie PEPR sur les programmes de recherche pour les académiques, vous pouvez peut-être nous donner un peu des informations sur cette partie-là, quand est-ce que ça va être disponible? Tout à fait, c'est en cours. On est en train de travailler avec les organismes pilotes sur le PEPR pour finaliser les différents éléments. Le PEPR est composé de plusieurs projets. Il y a des projets qui sont quasiment prêts et qui vont pouvoir être lancés, d'autres qui sont encore en cours de consolidation. Et il y aura également un appel à projet qui arrivera un peu plus tard, très probablement fin du premier trimestre. Et qui sera lancé et qui sera à destination de la recherche académique, hein, puisque sur le PEPR, on parle de TRL inférieur ou égal à 4. Donc, on en reparlera de toute façon très prochainement dès que tout sera suffisamment consolidé. On pourra refaire un focus sur cet aspect-là. Très bien, merci. Très bien, on avait effectivement j'ai jeté un rapide coup d'œil aux gens qui suivent ce webinaire et on a une grande diversité d'acteurs qui vont des académiques au PME en passant par les grands groupes. Donc, il peut y en avoir pour tout le monde. Et encore une fois, on essaie de faciliter notamment les interactions entre les différentes catégories et typologies d'acteurs. Du coup, peut-être petite parenthèse, parce que maintenant qu'on en parle, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans les dispositifs qui ont été présentés ou qui sont existants dans la stratégie, n'hésitez pas à venir nous voir, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de vous, ça veut juste dire que peut-être on n'a pas pensé au bon dispositif qui pourrait vous convenir. Donc, n'hésitez pas à avoir une démarche proactive, soit en me contactant, en contactant la DGE ou d'autres entités. Hein. Si vous contactez l'ANSSI, ils sauront vous rediriger vers moi. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Parce que quand même le but de cette stratégie, c'est aussi de fédérer l'intégralité de l'écosystème. Donc, on veut surtout pas exclure certains acteurs.
Alors moi j'ai une petite remarque qui n'est pas que personnelle, mais sur la transversalité qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est pas toujours évident entre les différents guichets, les différents appels, de savoir où se positionner. J'ai vu par exemple là, dans ceux qui nous écoutent, nous avons des partenaires avec qui on organise des événements sur la cyber pour l'énergie. Et donc il y a des appels dans l'énergie, il y a des appels pour la cyber. C'est pas toujours évident de comprendre où il vaut mieux se positionner. Et donc là, pour le futur, s'il peut y avoir des choses qui sont impossibles dans cette direction-là pour aider aussi les potentiels candidats à se positionner, je pense que ça serait une valeur ajoutée non négligeable. Oui, alors bah, tout à fait, ça je prends note de la remarque. Je pense qu'effectivement, on a multiplié les guichets ces derniers temps, ce qui était une bonne chose de notre point de vue, mais qui rajoute de la complexité. Donc ça, pareil, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas explicité où aller, dans quel cas, n'hésitez pas à poser la question le plus simplement possible. Si jamais vous avez l'impression que c'est trop compliqué, enfin Emmanuel l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur Systématique pour vous aider. Le but, c'est qu'on essaie de simplifier au maximum, mais si ça vous paraît encore inatteignable, discutez-en, parce qu'en général, c'est quand même atteignable. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à déposer des dossiers jusqu'à maintenant. C'est fait pour que ce soit le plus ouvert possible. Au niveau de quel est le meilleur guichet pour vous, discutons-en. On va essayer de rationaliser et surtout d'être le plus transparent possible sur quelles sont les spécificités de chacun des guichets et pourquoi est-ce qu'on les a créés surtout et du coup pourquoi, enfin pour qui c'est destiné. Mais s'il y a des doutes, exprimez-vous. Oui, je pense que c'est nécessaire parce que même si on a regardé les appels dans un domaine, un secteur particulier, on n'a pas forcément la vision globale quand on a une PME notamment, qu'on n'a pas les moyens de suivre ça dans son intégralité. Donc, voilà. Et donc, encore une fois, merci William. On jouera notre rôle du mieux possible pour faciliter l'accès à ces opportunités. J'en profite d'ailleurs pour faire un appel à notre prochain webinaire qui sera sur des initiatives collectives aussi de construction d'écosystèmes en cyber sur le XDR et sur l'Open XDR. Donc là, je fais un petit peu de retard pour notre prochain webinaire, mais qui est aussi une expérience où les gens arrivent à construire ensemble des solutions et des propositions de valeur en se mettant à plusieurs. Et quand on est une petite entité, je pense que c'est une démarche qui est constructive, qui peut être facilitée là, par les appels à projets, et on a vu des opportunités pour ça, mais qui se fait aussi au quotidien dans notre écosystème. Voilà, c'était mon petit mot, ma petite pub pour le prochain webinaire. Rodrigue, tu veux reprendre la main pour conclure ou... Non, c'est très bien. Donc, merci William, merci à Lucas pour cette présentation. Et puis, on reste à votre disposition pour la partie PEPA, comme je disais. Et notre prochain webinaire, c'est le 25 janvier. Ce sera sur les XDR. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos contributions et présentations très claires. Et puis, et pour tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers les différents présentateurs et ou systématiques pour des accompagnements et d'éventuelles précisions sur des questions qui n'auraient pas été posées. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.